Analyse du conseil municipal de Rognes du 3 juillet 2020. Était à l'ordre du jour notamment l'élection du maire, celle des adjoints, ainsi que le vote des taux d'imposition de la commune pour l'année 2020. Revenons sur l'élection du maire et celle des adjoints. La première chose à comprendre est que vous avez voté pour une liste et non pas pour un maire. Une fois l'élection passée, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Pour cela, il faut qu'il y ait des candidats. Sans surprise, M. Corneau s'est présenté pour la liste Rognes Avenir qui compte 19 conseillers. Paul Davin s'est présenté pour la liste Rognes Ensemble qui compte 4 conseillers. Et Unis pour Rognes a décidé de ne pas présenter de candidat. Nous avons aussi 4 conseillers. Clairement, la répartition des sièges n'est absolument pas proportionnelle au résultat de l'élection puisque Rognes Avenir, élu avec 20% des inscrits, obtient 70% des sièges, 19 sur 27. Alors que Rognes Ensemble et Unis pour Rognes, élus avec 18% et 17% des inscrits respectivement, n'obtiennent que 15% des sièges, 4 sur 27. C'est-à-dire que 64% des votants ne représentent que 30% des sièges au conseil municipal, alors que 36% des votants représentent 70% des sièges au conseil municipal. Fort de cette constatation, nous estimons que M. le maire devrait prendre en compte les idées des autres listes et notamment instaurer une gouvernance permettant l'ouverture à tous afin de mieux respecter le résultat de cette élection. C'est dans cette optique qu'Unis pour Rognes souhaite s'inscrire en représentant une liste d'élus minoritaires et non pas une liste d'opposition dont nous souhaitons vraiment nous extraire. Notre but étant d'apporter de la transparence au débat municipal, de souligner les points positifs et négatifs et de proposer des alternatives possibles. Enfin, nous souhaitons créer une véritable expérience d'apprentissage de la citoyenneté à tout habitant du village qui souhaiterait participer. Aussi, lors de ce premier conseil municipal, nous avons souhaité voter pour M. le maire et ses adjoints afin de montrer notre volonté d'ouverture et sortir définitivement de l'opposition stérile qui enferme Rognes depuis des décennies. Même si lors de ce premier conseil, aucune ouverture n'a été proposée, notre espoir est que M. le maire aille dans le même sens en ouvrant sa gouvernance aux 2 autres listes minoritaires afin de respecter la majorité des votants qui n'ont pas voté pour Rognes Avenir. Dans notre esprit, ouverture et transparence ne doivent pas être associées à une acceptation aveugle et systématique de tout ce qui pourra être dit par l'équipe majoritaire. Nous essaierons de proposer avec candeur et bienveillance des analyses réalistes de toutes les propositions et alternatives auxquelles nous pourrons penser et nous vous encourageons à participer à ces analyses. Sur le maintien des taux d'imposition communaux, il s'agit là d'un point crucial pour la commune puisqu'il va déterminer le montant des impôts qu'elle va percevoir. Ainsi, la circulaire 5-2020 du 30 avril du préfet des Bouches-du-Rhône a pu préciser des informations fiscales utiles à la préparation du budget 2020, en indiquant que la date limite de vote des taux de fiscalité était reportée au 3 juillet. Par ailleurs, et selon la loi des finances 2017-1837 pour 2018, ayant mis en œuvre de manière progressive la suppression de la taxe d'habitation, elle est pour l'instant compensée pour les communes, celle-ci cesse d'être perçue et fait l'objet d'une compensation de la part de l'État. Il vous est donc demandé, nous avons décidé de maintenir le taux des taxes locales pour 2020, comme suit. Taxe foncière 19,67, taxe bâtie, et taxe foncière non bâtie 49,06. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie. On peut poser des questions? Une question. Ah pardon, vas-y. Si tu as une question, vas-y. En tant que conseillers municipaux, la seule information que nous ayons reçue pour déterminer les nouveaux taux est une note de synthèse qui comportait 3 lignes d'explication. Vous comprendrez que cela frise le ridicule. S'engager sur un point aussi important sans explication réelle ni analyse de l'état du budget et des prévisions envisagées n'est tout simplement pas sérieux. Bien entendu, nous sommes a priori contents que les impôts n'augmentent pas, mais comment pouvons-nous garantir que nous arriverons à fonctionner ? Aussi, nous avons souhaité poser une question sur ce point en demandant à M. le maire son analyse de la situation. Et toute prédiction pour le prochain budget ne peut s'appuyer que sur l'analyse de ce qui s'est passé durant l'exercice précédent.
Notre analyse est donc partie des données que nous avions de l'exercice précédent, qui a connu un déficit de 22 000 euros, ce qui n'est normalement pas possible. De plus, lors du conseil municipal du 5 mars dernier, M. le maire précisait qu'il avait reçu des recettes exceptionnelles. Après recherche, nous estimons le montant de ces recettes à environ 70 000 euros. Cela veut dire que lors de l'exercice précédent, le fonctionnement accusait en réalité un déficit non prévu de l'ordre de 100 000 euros. Considérant que les dépenses supplémentaires liées au Covid ont été effectuées et dont le montant n'est pas précisé, que les charges à caractère général ont tendance à augmenter d'une année sur l'autre, et que M. le maire a prévu l'embauche de policiers municipaux, d'un adjoint à la directrice des services techniques et d'un agent pour la commande publique lors de sa campagne électorale, nous sommes parfaitement légitimes à nous poser la question de savoir comment la municipalité va pouvoir équilibrer son budget sans augmenter ses impôts. Oui, en fait, moi, je me posais la question de savoir comment vous allez faire pour maintenir les taux et combler le déficit actuel en fonctionnement. Pour l'instant, il n'y a pas de déficit de fonctionnement puisque l'année concernant l'exercice s'arrête au 31/12. D'accord? Premier point. Je travaille avec Yves et Hélène depuis 3 semaines et un mois. Nous allons encore faire des économies sur les charges courantes. Aujourd'hui, on a eu peut-être des bonnes nouvelles de l'État parce qu'on va pouvoir étaler les dépenses liées au Covid sur 3 exercices. Et peut-être, si on fait partie des communes qui sont concernées, l'État va compenser un petit peu la diminution de la dotation. On n'a pas encore le chiffre exact, mais on va faire en sorte d'équilibrer le budget et on en reparlera le 31 décembre 2020. D'accord, parce que juste pour information, à l'heure actuelle, il y a un déficit quand même qui est de plus de 20 000 euros. Et non, tu comprends tout. Tu comprends tout. Le déficit, c'était sur l'exercice 2019. Oui, non, mais ce que je te dis, c'est l'exercice précédent, il y avait 20 000 euros. Là-dessus, il y avait des recettes qui sont arrivées de manière imprévue. Donc, grosso modo, il y avait un déficit d'environ 100 000 euros, pratiquement. C'est toi qui le dis, le percepteur a enregistré un déficit de 23 000 euros. Non, mais parce que tu as eu des recettes imprévues. Et dans un budget fonctionnel. Ça, c'est de la chance, mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire systématiquement. Et nous le verrons bien au 31 décembre 2020, mais ne mélange pas les comptes. Hein. Je mélange pas les comptes. Puisque tu me permets, excusez-moi, en principe, un conseil d'installation, il n'y a pas de questions. J'ai oublié de vous dire qu'il y a 4 questions. Donc, je vais vous prendre un peu de temps. En principe, ça se fait tranquillement, et c'est au deuxième conseil qu'il y a les questions. Là, il y a une liste qui a décidé d'amener le débat dès le premier jour, alors que là, on est pour vous remercier l'administré. Alors, ce que je peux dire... C'est quand même important au passage. Alors, je réponds à ça, et après, tu le reposeras une autre fois. Ce que Jean-François Berrier vous dit, et ne vous dit pas, c'est que, effectivement, en 2019, on a fait un déficit de 23 000 euros. Mais le solde des dernières années, et notamment depuis 2014, nous avons un excédent dans le budget de fonctionnement de 643 ou 623 000 euros. Oui, mais ça, c'est de la CAF que tu dois mettre pour le réinvestir. C'est de l'investissement, c'est pas pour le fonctionnement. Ah non, c'est le solde du fonctionnement. C'est le solde du fonctionnement. Oui, mais c'est quelque chose que tu réinvestis dans ton investissement. Tu ne comprends pas. Ah ben si, je comprends très bien. Quand on a un excédent comme on a eu ensemble, Madame Italie nous fait une proposition de virement à la section d'investissement. Exactement. Et il y a quelque chose qui reste dans la section de fonctionnement. Et ce qui reste aujourd'hui... Il n'y a pas eu d'investissement. Oui, mais investissement, non, ne t'inquiète pas. Ne mélange pas tout, n'embrouille pas tout le monde. L'excédent de trésorerie de la commune, malgré le déficit exceptionnel de 2019, est de 627 ou 643, tout comme ça. Je ferme le débat. Les 600 000 euros dont parle M. le maire représentent les reliquats de l'opération de vente de Pied-Fouquet. Il s'agit d'argent qui devrait être utilisé pour de l'investissement et non pas pour combler un déficit de fonctionnement. C'est-à-dire que la commune tape dans ses maigres réserves d'investissement et ce n'est pas bon signe. De plus, M. le maire dira dans ce même conseil qu'en 2021, il aura le choix entre augmenter les impôts ou réduire le nombre d'agents. C'est une utopie que de tabler sur une réduction du nombre d'agents, car ce sont des fonctionnaires et il n'est pas simple, voire impossible, de réduire son nombre. En réalité,
Monsieur le maire n'aura d'autre alternative que d'augmenter les impôts. Pourtant, il pourrait taper dans les fameux 600 000 euros comme il vient de le dire. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire en 2021 comme il le fera en 2020 ? Clairement, monsieur le maire a un problème qui sera désormais récurrent de fonctionnement, mais pour des raisons électoralistes, il n'augmentera pas les impôts le jour de son élection et préfère amputer son investissement. C'est une politique comme une autre, mais il pourrait au moins l'assumer clairement au lieu d'essayer de contourner la question avec de faux arguments. Qui est contre les taux? Non, mais on a fait... Alors, juste une... Non, stop. Non, pas stop. Tu poseras... Mais c'est pas... Attends, mais je peux quand même m'exprimer. C'est pas prévu, là, on a voté, c'est terminé, je t'ai laissé Mais la avant de parole. voter, il y a quand même un débat au niveau des Là, il questions. n'y a pas de débat, on vote les mêmes taux. Et les Mais gens non, mais tu demandes aux gens de voter un taux alors qu'il y a une page blanche qui nous dit « faites voter des taux ». Moi, je ne peux pas voter des taux sans que je sache de quoi ils retournent. Alors, Enfin, ça paraît logique, non? Et après, je clôt le débat. Eh bien, la question, c'est celle-là. Moi, je ne peux pas voter des taux si on ne m'explique pas pourquoi je dois voter ces taux. Donc, j'essaye de donner j'essaye d'expliquer quelles sont les raisons qui font qu'on garde les taux. Je te pose la question. J'ai donné les raisons, donc maintenant, on va repasser à un vote qui est contre le maintien des taux des taxes locales pour 2020. Abstention. Dans la liste unie pour... C'est toujours ce nom que vous allez utiliser? Moi, je ne me rappelle même pas. Ouais, d'accord, ok. Donc, s'abstient. Nous continuons, donc je suis désolé, hein, c'est 19h53, on va faire l'apéritif tranquille. Donc il y a 4 questions. Donc je demande à Aurélie qui les a posées, une par une, je te réponds. D'accord. Alors, la première question, elle est importante, me semble-t-il, parce que justement, on est dans un contexte d'installation d'un nouveau conseil municipal. Donc, la première question, c'est finalement, comment allez-vous intégrer, associer les 8 autres élus des 2 autres listes Tu lis la question que tu as posée, oui. Comment envisagez-vous d'intégrer les 8 élus des 2 autres listes? C'était la question. Et tu ne peux pas apporter d'autres éléments. Eh bien, c'est très simple. Hein. Ça commence à pas terrible quand même. Hein. Vu la campagne déjà avec des mensonges et des attaques, et l'intervention de ce soir, c'est non pour aujourd'hui. Continuons. Deuxième question. Alors, la deuxième question, qui est dans le sens de la poursuite de la première, c'est envisagez-vous d'intégrer dans le règlement du conseil municipal la possibilité de débattre autour des questions orales qui sont posées en fin de conseil par les autres listes. Donc, en fait, je précise simplement, je précise pour expliquer que quand on pose une question... Non, tu ne précises pas, tu as posé une question, tu n'as pas le droit de préciser, d'apporter d'éléments nouveaux. Moi, j'ai préparé la réponse en fonction d'une question. C'est la loi. Je suis désolé, Aurélie. Oui, mais c'est pour ça c'est qu'on pas la demande, loi, hein. c'est pour ça qu'on demande C'est pas la loi, hein. modification Oui. du règlement. Eh bien, je vais C'est un répondre fonctionnement qui est difficile. Je vais répondre de la même façon que la première. Non, comme le règlement intérieur aujourd'hui ne permet pas de débat, je vais maintenir le non-débat sur les questions. D'accord. Troisième question. D'accord. Vas-y. Troisième question, Aurélie. Alors, la troisième question. Alors, je la paraphrase puisqu'on n'a pas le droit de s'en éloigner. Donc tu dois la dire parce que c'est la loi qui demande ça. Donc, s'agissant donc, du programme immobilier qui est devant l'école Verrier, donc le permis de construire, qui a été déjà 3 fois rejeté, a fait l'objet d'un 4e dépôt en catimini pendant le confinement, alors que ce projet, il est controversé. Donc, prévoyez-vous une consultation à l'échelle du village, et pas seulement à l'échelle des riverains, qui d'ailleurs le rejettent, puisque tout le monde est impacté par ce projet, qui va induire une augmentation du trafic, de la pollution et des charges induites par les infrastructures de dessert comme l'eau, l'assainissement, voilà. Donc, pourquoi se précipiter sur ce projet qui finalement ne bénéficiera qu'à un particulier et un promoteur immobilier, alors que la commune elle a un délai de 9 ans pour urbaniser cette zone et qu'elle pourrait envisager grâce au PLUI une modification du projet pour lui donner un bénéfice plus collectif et un impact moins important. Voilà, donc ça peut être un espace de coworking, ça peut être des espaces de jeu, ça peut être
un habitat partagé, voilà. Donc, ok, donc je vais répondre. Sur la première liste transition Rogne, vous avez un binôme à la tête de cette liste, Jean-François Verrier, qui a voté pour ce projet dans le cadre du PLU avant le 31 décembre 2016, puis l'a contesté en tant que riverain en 2019. Premier point. Sur la question du projet de construction d'immeubles aux écoles, Monsieur le maire est correct lorsqu'il affirme que j'ai voté le PLU en 2016, puis que j'ai contesté ce projet ensuite comme riverain en 2019, mais aussi et surtout pour l'intérêt de notre village. Ce que ne dit pas Monsieur le maire, et c'est du reste l'objet de notre 4e question, c'est qu'en 2016, de nombreuses constructions, et notamment celles des écoles, nous ont été imposées par l'État à cause du manque important de logements sociaux sur la commune. Nous avons voté un PLU qui nous a été imposé par l'État et nous n'avions pas les moyens de nous y opposer. Par contre, 6 mois après, en 2017, la loi Elan puis la loi Citoyenneté et Égalité ont ouvert des assouplissements possibles, voire des exemptions pour les petites communes, comme Rogne, qui ne sont pas des bassins d'emploi, ni correctement reliés aux services de transport en commun. Si vous aviez signé un prêt à 10% avec votre banque et que quelques mois plus tard, elle révise ses taux à 5%, vous vous précipiteriez pour renégocier ce prêt avec votre banque. Eh bien, c'est exactement ce que j'essaie maintenant de faire en souhaitant modifier ce projet qui est loin d'être idéal pour notre commune, et ce pour plusieurs raisons. 1. Le permis déposé est illégal car aucun PUP n'a été signé pour l'instant. 2. La voie pompier prévue pour protéger la maternelle du risque incendie n'est pas prévue alors que notre règlement d'OAP l'oblige. 3. Aucune infrastructure de réseau n'a été envisagée selon notre schéma directeur d'assainissement. 4. Aucune desserte prévue par notre schéma directeur des déplacements n'a été réalisée et anticipée. 5. Il n'y a aucune urgence à urbaniser cette zone en priorité puisque c'est une zone AU du PLU et que nous avons encore 5 ans pour le faire. 6. Nous pourrions profiter de l'ouverture du PLUI et des assouplissements possibles de la loi Citoyenneté et Égalité pour revoir à la baisse notre quota de logements sociaux. Bref, nous ne comprenons pas, compte tenu de toutes ces raisons, la hâte de Monsieur le maire à vouloir réaliser ce projet dans de telles conditions. Le projet n'a pas été déposé en catimini, mais pendant la période Covid. Il nous reste à valider le PUP avec la métropole, et je pense que dans les 2 mois qui viennent, la métropole va, j'espère, se remettre en marche, et on pourra valider le projet qui a été validé par M. Jean-François Verrier quand il était avec moi. 4e question. Notez que Monsieur le maire n'a absolument pas répondu à notre question qui était de savoir s'il serait d'accord pour soumettre ce projet à la consultation des Rogniens afin de l'améliorer. Ce projet est fortement contesté par une pétition rassemblant 700 personnes sur change.org. Monsieur le maire se contentant de justifier le projet du simple fait que j'ai validé avec lui le projet en 2016. Du fait que nous ne pouvons pas débattre, nous ne pouvons pas relancer la question, qui est donc restée sans réponse. Pourtant, dans son dernier tract de campagne, Monsieur le maire s'engageait à faire participer les administrés aux décisions pour tout projet important lié au futur de Rogne. Alors, 4e et dernière question. C'est lié à celle-là. Voilà. Allez-vous renégocier avec... Donc, effectivement, c'est la suite de la précédente. Allez-vous renégocier avec les services de l'État le contrat de mixité sociale de manière à réduire les quotas de construction de logements sociaux et les lourdes pénalités et les autres impacts qui pèsent sur notre commune? Donc la métropole nous en a donné la possibilité donc en 2017 et en 2019 et nous regrettons que cela soit resté sans Donc suite. après le PLU. Après le PLU. Donc, ces propos sont faux, puisque Rogne faisait partie des 25 communes que la métropole a proposé à l'État. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit. Non, Jean-François, tu n'as pas à intervenir, s'il te plaît. D'accord. Si, Moi, si. je dis la vérité. Non, tu dis pas la vérité. Jean-François, on ne te... commence pas au premier conseil à ne pas... Je peux pas laisser dire des choses comme ça. Intérieur. Sinon, j'applique le règlement intérieur. Appelle la police. Non, j'appellerai pas la police. Il y a des administrés qui font l'effort de venir nous voir. Comment se pas le mandat comme ça? Donc Aurélie, pour te répondre, s'il te plaît Jean-François, pour te répondre, la métropole
a demandé aux communes qui le souhaitaient pour différentes raisons. Aucune zone d'activité, raccordement insuffisant de transport en commun, et un autre critère que je n'ai pas retrouvé instantanément. 28 communes ont été présentées par la métropole. Vous avez un article dans Marsatuc si vous le voulez. 4 communes ont été retenues. Rhône faisait partie des 28, bien entendu. Le Puy, Carnout, Le Rove, Saint-Martin-de-Crau. Ils ont retenu ces 4 communes, l'État, pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà des taux d'équipement de logements sociaux importants. Voilà. Donc, Rhône a demandé, au même titre que 28 communes, à diminuer le contrat de mixité sociale. Voilà, je vous ai apporté des réponses. Maintenant, je vais prendre... Sur la question de la renégociation de notre contrat de mixité sociale. Donc effectivement, Rognes a été proposé par 2 fois en 2017 et 2019, c'est donc qu'il y avait de bonnes raisons pour le faire et que la loi le permettait. Cela ne veut pas dire qu'il fallait en rester là, car il s'agissait d'avoir alors une négociation avec l'État et notre question portait justement sur ce qu'avait entrepris Monsieur le maire en dehors du simple appui métropolitain. Nous aurions donc souhaité connaître les éléments de négociation que Monsieur le maire avait entrepris avec l'État pour essayer de réduire notre quota. S'ils existent, nous ne le saurons pas. 5 à 10 minutes pour vous transmettre des messages forts. Ensuite, je l'ai déjà dit, on va prioriser tout ce qui est protection environnement, de la Javie et de l'ancien stade, pour permettre à cet espace-là qui a été construit, qui a été validé dans le cadre du PLU, d'avoir un espace pour les enfants et pour les seniors, il y aura des partages, etc. Au sujet de l'ancien stade. Donc, Monsieur le maire est parfaitement d'accord pour faire sortir l'ancien stade de la constructibilité pour y faire un espace arboré, alors qu'il ne remet pas en cause le projet des écoles. Il a pourtant lui-même validé le PLU, ce qui semblait être son argument pour répondre à notre 3e question sur le projet d'immeuble aux écoles. Cela veut dire qu'il va supprimer 2 millions d'euros de recettes pour la commune, car l'ancien stade est un espace communal constructible à notre PLU. Il préfère donc faire bénéficier certains propriétaires particuliers d'une manne financière de constructibilité aux dépens de la commune, qui en aurait bien besoin. Nous espérons simplement que, comme il s'y est engagé, s'agissant du futur de Rognes, il soumettra cette décision sacrificielle à consultation de tous les Rogniens au lieu de l'imposer. À suivre donc. En conclusion, vous venez de voir un résumé de ce premier conseil qui aura duré près d'1 heure et demie. C'est l'exemple même de ce qu'Unis pour Rognes souhaitait éviter. Être face à un mur qui n'entend rien et qui ne souhaite pas le dialogue et ne supporte pas la contradiction. C'est pourtant le fondement de toute démocratie. Monsieur le maire n'aura même pas souhaité la bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux. Il n'est donc pas étonnant que des personnes qui ont vécu ce calvaire pendant 2 ans ou plus n'aient plus d'énergie pour continuer dans cette impasse. Toutes les questions que nous avons posées étaient liées à de grands projets qui engagent le futur de Rognes. Nous sommes attachés à ce que la population puisse être associée aux décisions importantes et visiblement ce ne sera pas le cas compte tenu qu'aucune discussion n'est même possible au sein du conseil municipal. Maintenant, les seuls espoirs qui restent en dehors du miracle viendront des nouveaux conseillers municipaux de l'équipe majoritaire qui, espérons-le, prendront conscience du problème et inverseront la tendance. Il est aussi à souhaiter qu'un mouvement citoyen se constitue derrière les listes minoritaires siégeant au conseil municipal pour influer sur les décisions de la majorité municipale qui représente la minorité de l'élection. Merci de votre attention.